Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du 12 mars 2018 d'Informatique News Hebdo, le premier hebdomadaire dédié à l'actualité de l'informatique et des télécoms pour les professionnels. Et pour revenir sur l'actualité de la semaine, la décrypter, l'analyser, je suis comme d'habitude en compagnie de notre rédacteur en chef Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, cette semaine, un sujet qui, si j'annonce le titre un peu brutalement, blockchain et les poulets, ça peut prêter à sourire, mais quand même un sujet extrêmement sérieux, puisque c'est la question de la traçabilité de la chaîne alimentaire. Et donc Carrefour utilise la technologie blockchain, en tout cas l'a annoncé, pour tracer justement l'itinéraire des poulets que vous pouvez acheter et donc manger dans n'importe quel supermarché, hypermarché Carrefour. Alors, j'allais dire, c'est pas nouveau, la notion de traçabilité, mais l'emploi de la blockchain dans ce cadre-là, c'est un intérêt et je vous laisse évidemment nous en parler. Alors effectivement, il y avait eu déjà des expérimentations de ce type d'application de la traçabilité. Je me souviens une présentation d'IBM où il parlait de la traçabilité sur les porcs et puis les mangues, et en Chine. Donc je me demandais un peu, mais effectivement on est exactement dans ce cadre-là. Et donc cette nouvelle application, c'est la première qui va se généraliser sur l'ensemble de tous les produits alimentaires, et elle s'inscrit dans le grand plan numérique de Carrefour dont on a parlé il y a pas très longtemps, dont un volet c'est le plan, la transformation numérique, et puis il y a d'autres, en particulier la suppression de quelques centaines d'emplois. Mais bon, pour les grands de la distribution, l'objectif de se transformer est une obligation, parce qu'il y a tous les e-commerçants qui viennent sur les produits frais et dont la pression est de plus en plus forte. Et donc là, c'est une vraie application, c'est pas un projet pilote, avec l'idée d'utiliser, comme vous l'avez dit, la technologie blockchain sur la traçabilité je dirais, du cycle de vie d'un poulet, donc de la ponte jusqu'à la distribution finale. Et donc, en gros, l'idée, c'est que, pour le dire très vite, la blockchain, c'est une espèce de grosse base de données dans laquelle tout le monde peut inscrire des enregistrements. Et évidemment, l'intérêt majeur de cette technologie-là, c'est que, en gros, c'est infalsifiable. Jusqu'à temps d'ailleurs que peut-être on arrive à montrer que ça ne le soit pas. Mais en tout cas, jusqu'à présent, c'est une technologie infalsifiable, et donc pour la traçabilité, c'est quelque chose d'essentiel, puisque la traçabilité induit la confiance, et sans la confiance, les gens n'achètent plus les produits. Donc pour les produits alimentaires, c'est essentiel, puisqu'on est dans le cadre de produits frais, donc c'est pas seulement le temps à partir du moment où l'œuf a éclos, le poulet est sorti, combien de temps il a été élevé, mais c'est toutes les informations sur l'alimentation du poulet, c'est est-ce qu'il a eu des traitements antibiotiques, enfin toutes ces informations-là. Et donc, en gros, il y a le producteur, le transformateur et le distributeur. Et donc, sur le poulet, donc on va mettre un QR code qui donnera, donc on va lire le QR code, on aura accès à la base de données qui sera gérée par le blockchain, et donc on aura accès à l'ensemble des informations. Et donc, donc ça a été mis en place pour les poulets d'Auvergne. Alors on peut se dire c'est un peu anecdotique, mais enfin il s'en vend quand même 1 million par an, donc c'est pas négligeable. C'est un bon début, on va dire. Et puis ça va être généralisé ensuite à d'autres produits, donc je sais pas, on parle des œufs, des tomates, enfin en gros tous les produits alimentaires. Évidemment on va pas en mettre sur une carotte, ça paraît un peu relativement évident, mais en gros sur des produits qui ont une certaine importance. Et donc il y avait eu d'autres possibilités. Mais il y avait par exemple la traçabilité avec des produits qui fonctionnent, sauf quand il y a rupture de la chaîne de froid. La chaîne de froid. Mais bon, là c'est très limité comme information, alors que là, avec l'utilisation de la blockchain, on a toutes les informations essentielles sur le produit. Là, en l'occurrence, le poulet. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. A priori, c'était la première application de ce type en Europe. Carrefour est donc un peu en avance, mais c'est quelque chose qui... la blockchain, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, donc là c'est une des applications, mais... C'est vraiment concret en plus, pour le dire, c'est pas les crypto-monnaies qui peuvent apparaître un peu comme ça,
un peu loin du quotidien de tout le monde. Là, effectivement, du poulet, je pense que beaucoup de nos lecteurs en mangent, donc ils sont assez sensibles à cette problématique. Bon, en tout cas, alors, je ne sais pas si ça aura une incidence sur les ventes de poulet d'Auvergne, mais bon. En tout cas, c'est vrai que la notion de confiance sur la chaîne alimentaire, elle est importante. C'est vrai que le fait qu'on ne puisse pas, évidemment, trafiquer, entre guillemets, les informations une fois qu'elles sont inscrites, c'est quand même un élément assez novateur. Oui, parce qu'on a vu quand même un certain nombre de scandales sur le sujet, donc pour le coup, effectivement, c'est plutôt bien vu. Alors, là, j'allais dire sans transition, l'autre sujet de la semaine, c'est le marché des serveurs. Marché des serveurs qui retrouve des couleurs, Guy, oui. Et notamment dans la partie plutôt haut de gamme, si j'ai bien compris. Le serveur de commodité, c'est fini, mais c'est un peu... Alors, en fait, c'est presque ça. Effectivement, c'est surtout les serveurs haut de gamme, et on verra pourquoi, mais quasiment tous les segments de marché sont un peu impactés par cette évolution. Et donc, c'est intéressant parce qu'on avait mentionné, alors je ne sais plus si c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, dans le domaine des smartphones, là c'était pour la première fois, pour le premier trimestre, les ventes avaient chuté. Et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que dans le marché des serveurs, qui était un marché qui était un peu, pas en décomposition, mais en tout cas en ralentissement depuis de nombreux trimestres, qui retrouve des couleurs. Et c'est pas le premier trimestre, c'est le troisième trimestre de suite, et l'augmentation a tendance à augmenter, si je puis dire. Donc c'est quelque chose qui est à signaler, et en fait c'est à mettre en lien, en rapport avec tous les investissements que font les grands fournisseurs de services cloud qui achètent, c'est des milliers, voire plus de serveurs. Donc il y a évidemment les acteurs traditionnels, donc on connaît, mais depuis qu'IBM s'est retiré des serveurs x86, on connaît à peu près la structuration du marché, donc il se trouve qu'HPE a perdu ces derniers temps. Ça confirme les difficultés dont on parlait récemment. À l'inverse, Dell est plutôt en progrès, et IBM aussi. Et alors en fait, IBM, c'est lié à l'annonce qu'ils ont faite du Z14, donc c'est leur dernière version de mainframe qui a été annoncée. Pas Power, mainframe, qui a été annoncé il y a déjà, je crois, 9 mois, près d'1 an. Donc on sait que c'est des machines pour lesquelles les cycles de vente sont très longs. Oui, et donc ça arrive à ce trimestre-là. Donc ça, c'est un élément intéressant. Et puis après, il y a les deux acteurs qui suivent, c'est Lenovo et Cisco, qui restent à peu près étals. Et ce qui est important à signaler aussi, c'est les ODM, donc les Original Design Manufacturers. Donc ceux-là, c'est quoi? C'est des fabricants qui n'ont pas d'étiquette, qui fabriquent sans marque, donc qui conçoivent et qui fabriquent, et qui vendent principalement à ces grands fournisseurs de services cloud, et qui représentent quand même 20% du marché. Donc, parce qu'on sait bien que toutes ces infrastructures de services cloud nécessitent des investissements considérables, et donc ils absorbent une quantité de plus en plus importante, puisque et ça on en parle régulièrement, le marché est en train quand même de basculer, de se cloudifier, donc de basculer vers data center de cloud public. Donc tout ça évidemment, ça a une incidence sur les fournisseurs. Et ces fournisseurs de services ne vont pas forcément chez les fournisseurs de serveurs traditionnels, c'est ça? Ils n'y vont pas, effectivement. Ils y vont de moins en moins. Sachant qu'en plus, certains d'entre eux sont à l'origine des fameuses open architectures, avec des designs en open source. Et sachant que, il y a aussi tous les grands du marché, HP, etc., ils font fabriquer donc par les OEM, mais ces ODM, en fait, ils sont, pour la plupart, c'est des fournisseurs, des constructeurs asiatiques, et donc on les connaît pas, mais on connaît par exemple. Je parlais dans un autre domaine, on sait par exemple que Apple ne fabrique rien, il fait fabriquer par Foxconn. Donc là, on est un peu dans le même schéma pour les serveurs. Et là, on a des fabricants asiatiques qu'on ne connaît pas, mais qui fournissent la plupart des services cloud. Donc le marché est en train de basculer, je dirais, de manière à la fois avec les acteurs, mais aussi dans sa structure. Alors ça, c'était pour le marché des serveurs. Le marché de l'applicatif, finalement, se porte pas mal aussi. On a deux témoins, j'allais dire, flagrants. VMware. Alors, vous allez me dire, VMware... Pas tout à fait applicatif. Mais VMware, c'est quand même plutôt lié au serveur, donc c'était assez logique. Et puis là, pour le coup, on va un peu plus loin, c'est Salesforce, évidemment le roi du CRM.
Donc les deux ont annoncé leurs chiffres cette semaine, enfin la semaine dernière plutôt, pardon. Et ma foi, tout va plutôt bien pour eux. Absolument. Donc effectivement, on en parle parce qu'il y a eu la publication des chiffres et qu'on arrive à des niveaux qui sont quand même maintenant très significatifs. Donc Salesforce. Et alors c'est intéressant parce que les deux, donc ils sont, comme vous l'avez rappelé, VMware, on est dans la virtualisation, et puis Salesforce, c'est le CRM. Mais donc ils sont tous les deux dans le logiciel, mais des domaines très différents. Mais ils ont un itinéraire qu'on peut comparer parce qu'ils ont été créés quasiment dans la même période, donc c'est 99 pour l'un et 98 pour l'autre. Ils sont sortis en 2004 tous les deux, donc il y en a un qui est entré en bourse, c'est Salesforce, l'autre qui a été racheté par EMC, et puis évidemment avec ce qu'on a connu par la suite, qui est maintenant dans le giron dès l'EMC. Mais en tout cas, ils sont sortis, comme on dit, ils étaient plus indépendants à peu près à la même période, et ils ont connu un développement quand même très, très important, de telle sorte qu'on sait que dans le domaine du logiciel, il y a les Big Four, hein, enfin les quatre grands. Et donc il y a derrière, il y a Salesforce qui arrive avec plus de 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires, donc c'est quand même important, et VMware qui est presque à 8 milliards de dollars. Donc ils arrivent dans le deuxième groupe avec des niveaux de croissance qui sont de l'ordre de 25% par an. Donc c'est oui, à ce tarif-là, ils vont rejoindre rapidement le trio de tête. Peut-être pas rapidement, mais en tout cas, ils sont, sachant que bon, il est possible qu'il y ait des rachats potentiels qui accélèrent cette croissance. Mais alors la différence entre les deux, c'est que bon, jusqu'à présent, VMware est quand même beaucoup plus profitable que Salesforce. Donc on peut dire que est-ce que Salesforce est encore en période d'investissement, un peu comme Amazon dont on avait parlé. Il faut pour l'instant gagner des parts de marché et puis on verra la profitabilité après. En tout cas, ça nuit pas du tout à l'avis, l'opinion qu'ont les investisseurs, puisque on a quand même une société qui est valorisée à 90 milliards de dollars, donc c'est quand même très important. Et pour ce qui concerne VMware, donc en gros, il y a eu l'annonce la semaine dernière. Donc en gros, c'est VMware Cloud on AWS. Donc en gros, c'est qui arrive en Europe. Donc ça, c'est important. On avait parlé d'ailleurs avec exactement. le DG France de VMware. Qui était disponible aux États-unis et qui arrive en Europe, donc sur les clouds, enfin les data centers AWS européens. Et donc l'idée là, c'est dans le développement du cloud hybride, c'est de donner la possibilité, en gros, d'avoir une infrastructure identique dans son propre data center, donc le data center de l'entreprise, et puis chez AWS de telle manière qu'on puisse développer très facilement du cloud hybride et donc faire basculer de l'applicatif de l'un à l'autre. Enfin, donc c'était une annonce importante de VMware la semaine dernière. Très bien. Alors dans le serpent de mer des GAFA et de leur imposition, nous dans le concours un peu l'épine des idées, comment les taxer. Une nouvelle initiative européenne cette fois-ci. On taxe sur le chiffre d'affaires avec un niveau de taxe, un pourcentage du chiffre d'affaires. Oui, alors effectivement, donc ça c'était, comme on dit, serpent de mer, c'est peut-être un peu méchant, mais on en parle depuis un certain temps. Il y avait eu des déclarations en particulier de Bruno Le Maire sur la question. Et là, c'est une interview de Pierre Moscovici, donc qui est commissaire européen à l'économie et aux finances, qui a annoncé qu'il y aurait une initiative européenne le 21 mars, donc c'est demain, et ça va se faire en deux temps. Donc dans un premier temps, on va taxer sur le chiffre d'affaires, parce que finalement c'est relativement simple, on peut mesurer assez facilement le chiffre d'affaires, avec dans un deuxième temps l'idée de taxer sur les bénéfices là où ils se font. Et c'est là où c'est un petit peu plus compliqué, parce que on sait bien que toutes ces entreprises du numérique peuvent faire... Oui, la fameuse notion dans d'autres secteurs. C'est la fameuse notion des prix de transfert entre filiales. Et ça, c'est relativement facile. Donc ça demande de creuser un petit peu plus la question, mais plutôt que d'attendre à avoir une solution qui soit la plus adaptée possible, c'est a priori une stratégie en deux temps qui va être mise en place par l'Union européenne. Donc, premier temps, on va taxer sur les chiffres d'affaires parce que c'est plus simple et donc ça permet de collecter de l'argent, immédiatement. Et dans un deuxième temps, pour que ce soit plus
plus adapté, si je puis dire, à l'activité. On va taxer sur les bénéfices, et ça se fera un peu plus tard, mais en tout cas c'est une annonce intéressante et qui montre qu'on entre un peu, on a vu les annonces qui ont été faites aux États-Unis sur les tarifs, bon là c'est sur l'aluminium et l'acier, c'est un peu différent, mais on voit bien qu'on est dans une période un peu différente où chaque grand bloc est en train de s'armer un peu plus pour réagir par rapport aux offensives alors les grands blocs, c'est les États-Unis, l'Asie, et puis enfin la Chine en particulier, et puis l'Europe. Mais en tout cas, l'Europe est en train de réagir de manière un petit peu plus vigoureuse. Donc, Alors j'étais un peu sceptique, mais parce que bon, on n'a pas encore la réaction du lobbying, des fameux GAFA au niveau de la Commission européenne. Oui, c'est vrai. On attend de voir, parce qu'ils sont... Enfin, on attend le 21, donc on verra cette annonce, on aura sans doute l'occasion d'en parler. Ben ça, c'était pour l'actualité de la semaine à venir et des semaines passées. Évidemment, on conclut cette chronique avec alors, des cartons rouges, plutôt qu'un coup de gueule ou un coup de cœur. Et puis, ça se concentre sur les télécoms cette semaine, avec d'un côté SFR qui concentre, j'allais dire, comme d'un certain nombre d'années maintenant, la majorité des plaintes, en tout cas plus de la moitié des plaintes liées au secteur des télécoms, en tout cas si on en croit à la FUT. Et puis, une initiative dont on peut dire qu'on aurait peut-être pu s'en passer, c'est la 4G sur la Lune. Bon, alors effectivement, donc SFR, vous l'avez dit, on ne va pas en rajouter, donc très clair. Effectivement, c'est un projet, donc c'est un consortium qui est mené par une entreprise allemande, dont le projet est d'installer la 4G sur la Lune. Donc évidemment, la première réaction qu'on peut avoir, c'est de dire, on pourrait déjà l'installer un peu partout sur la Terre, l'installer sur la Lune. En France, bon, voilà. Néanmoins, et puis on parle de la 5G, on en a beaucoup parlé, et on en parlera encore beaucoup, mais là l'idée c'est quand même, je dirais, dans tout ce qui est exploration spatiale, on sait que la Lune sera peut-être finalement la première étape pour aller plus loin, puisque bon, sur la Lune, je veux dire, comme la pesanteur est beaucoup plus réduite, donc ça facilite pas mal de choses, et donc pour mettre en place une infrastructure digne de ce nom, pour qu'on puisse communiquer là-bas, on va installer la 4G sur notre premier satellite. Donc alors évidemment, on se dit, est-ce qu'il va falloir aller sur la Lune pour avoir la 4G disponible? Non, on espère qu'on l'aura disponible. Le temps qu'elle arrive là-bas, on sera peut-être à la 6G, non? Enfin, j'en sais rien. Bon, en tout cas, merci Guy pour ce commentaire. Je propose à nos internautes qui le souhaitent de découvrir notre invité de la semaine, en l'occurrence Christophe Cavazza, qui est le DG France de la société Colt, pour faire le point sur le marché justement des télécommunications et du cloud, avec un acteur historique de ce secteur. Et puis pour les autres, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. À très bientôt, merci.